Bonjour Mathieu Hauck. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Secrétaire général du think tank Le Millénaire. Et bonjour Yohann Gillet. Bonjour Laurence, bonjour Mathieu, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Notre journaliste politique, on verra bientôt à l'écran en Zoom. Alors messieurs, j'aimerais vous faire réagir à ce sondage et là pour BFM TV, la Tribune dimanche. En cas justement de législative anticipée, effectivement le RN serait largement en tête avec 31% des voix. La gauche obtiendrait 23,5% des suffrages si elle était unie. En cas de division, une alliance entre les socialistes, écologistes et communistes recueillerait 16,5% des voix contre 10% pour les insoumis. Côté Bloc central, ensemble, grand perdant avec seulement 14% des voix. Du côté du LR, on serait du côté de 10,5% des voix. Déjà, votre première réaction à ce sondage et notamment à cette montée du RN. Et on parle bien en cas de scénario de législative anticipée. Je commence par vous, Mathieu Hauck. Alors, il y a plein de choses à dire sur ce sondage, mais sur le cas du Rassemblement national, et soyons clairs dessus, s'il y avait de nouvelles élections législatives, on n'est pas loin d'une vague majoritaire en fait, pour une bonne raison, c'est que il faut pas regarder uniquement le socle du Rassemblement national qui est aujourd'hui à 31, qui est à peu près finalement 6000 assez proche du socle qu'il avait, des résultats qu'il avait obtenus lors des précédentes élections législatives. Il était à 30,88%, quelque chose comme ça de mémoire. Mais c'est surtout les alliés du Rassemblement national. C'est-à-dire que vous avez une offre à côté de Reconquête qui est quasiment dans tous les scénarios autour de 5% et une offre UDR d'Éric Ciotti qui se maintient à 3%. Et quand vous cumulez l'ensemble des résultats, donc Reconquête, Rassemblement national et UDR de Monsieur Ciotti, donc une liste d'union des droites, qui n'est pour l'instant pas faite d'un point de vue partisan, emporterait suffisamment de circonscriptions quasiment dès le premier tour, parce que on se souvient que le Rassemblement national a perdu beaucoup de circonscriptions en ayant fait 45, 46, 47, voire 42% au premier tour. Toutes ces circonscriptions-là, nous, je travaille dessus actuellement et on va sortir un rapport dans les prochains jours sur la dissolution, à quoi ressemblerait la map, la carte électorale en cas de dissolution, avec autant de voix dès le premier tour, vous avez énormément de circonscriptions qui basculent dès le premier tour, et en cas de second tour, le Rassemblement national et ses alliés, si par cas il s'allie évidemment, seraient suffisamment en bonne position pour l'emporter. Donc on arrive à une conclusion, si les partis autour de Marine Le Pen et Marine Le Pen font une union des droites, alors je pense qu'elle peut être majoritaire aujourd'hui dans le pays. Votre réaction à ce sondage, Yohann Gillet? Oui, rien à redire sur les chiffres dans cette hypothèse d'alliance, évidemment, ce qui forcément va donc pousser de fait, encore une fois, l'autre côté de l'échiquier politique à penser, là encore, une alliance globale, plus large, malgré l'engagement de certains, je pense au Parti socialiste, à ne pas s'allier avec, par exemple, la France insoumise. Mais alors là, en termes purement numériques, de comptabilité électorale, effectivement, il y aurait une très grosse difficulté à tenir la barre face à cette alliance supposée dont vient de parler Mathieu. Par contre, moi, ce qui me pose question, c'est quand même que si ces alliances ont lieu du côté de la droite extrême et de l'extrême droite, c'est quand même étonnant parce qu'on ne sait pas du tout finalement quel est le choix que vont faire les électeurs. Est-ce que ce sera un choix libéral ou un choix social? Parce que en réalité, aujourd'hui, sur le plan politique, on a un peu les deux versants, les deux versions. Il y a des tentations extrêmement sociales du côté d'une Marine Le Pen, une version même au sein du RN, très libérale du côté d'un Jordan Bardella. Donc en réalité, quelle est la ligne? Aujourd'hui, pour moi, les électeurs, quand ils votent, même si on ne peut plus parler du vote de comment dirais-je, de défiance face à une classe politique, on dit que maintenant, cette partie-là de l'échiquier politique capitalise sur un vote de confiance ou d'espérance. Il faut le définir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la ligne de cette grande alliance et à mon avis, il va y avoir des surpris. Ouais, des surpris. Je vais rebondir sur cette notion de défiance parce qu'il y a un chiffre que je trouve aussi intéressant dans ce sondage. Il y a quand même 39% des Français, ce qui est pas rien, qui aimeraient un Premier ministre apolitique, issu de la société civile. On est dans une crise des régimes, des partis politiques, Mathieu Hauck. Alors, structurellement, les partis politiques et les personnalités politiques font partie des corps de la société les plus désapprouvés par les Français. Le sondage que j'ai souvent, c'est le baromètre Cevipof pour Sciences Po qui fait en gros le vote l'opinion favorable des Français sur plein d'institutions, la police, la justice, l'hôpital, les armées, la politique, les journalistes, et en queue de peloton figurent systématiquement les politiques, 26% d'opinion favorable, et également les journalistes. Mais sur du coup la question de la défiance, effectivement, ça se traduit par une volonté de changer un peu la table et surtout une volonté d'installer peut-être des gens qui n'ont
pas été aux responsabilités précédemment. Même si ça marche rarement, hein, les personnalités issues de la société civile. Et puis surtout, c'est que c'est aussi l'une des promesses du macronisme. L'une des promesses du macronisme en 2017, ça avait été de renouveler les élites, ça avait été de renouveler le personnel politique. Et là, on est 8-9 ans après, et on voit que c'est un échec, puisque également, et c'est un des deuxièmes enjeux, un des deuxièmes enseignements du sondage, le bloc présidentiel, donc les partis autour d'Emmanuel Macron, donc Modem, Horizon, Renaissance et Territoire de Progrès, enregistre le pire score possible pour un parti présidentiel de l'histoire de la Ve République. Ils avaient déjà fait le pire score d'un parti présidentiel lors des élections européennes. On se souvient de Valérie Hayé qui a fait moins de 15%. On a aujourd'hui un rejet énorme de la personne même d'Emmanuel Macron, qui au-delà de François Bayrou, hein. Exactement, et de François Bayrou. Et c'est ça qui est, je pense, le tournant important, c'est que au sein du couple exécutif, avant il y avait Gabriel Attal pour sauver un peu Emmanuel Macron. Avant il y avait Emmanuel Macron pour sauver un peu son Premier ministre. Là, le binôme de l'exécutif est rejeté par 2/3 à 70% des Français. C'est quelque chose qui est quasiment sans précédent dans l'histoire de la Ve République, hormis la parenthèse fin de quinquennat de François Hollande. Yohann Gillet. Oui, pour une raison très simple, c'est que Emmanuel Macron a finalement incarné dans les actes l'inverse de ce qu'il avait promis. On pensait à une modernisation des institutions, c'est exactement l'inverse. Il y a eu un gouvernement, une manière de gouverner de la part du président de la République qui normalement devrait laisser le Premier ministre gouverner. Hein, c'est pas ce qu'il a fait. On a eu un président de la République qui a incarné un pouvoir extrêmement solitaire et descendant. Puis on parlait de François Bayrou. Regardez. Disons qu'il n'y a pas de confiance sans contrat. Est-ce que vous avez vu le contrat qui a été passé avec les acteurs, on va dire, de la modernisation d'un pays cet été? Non, il n'y a pas eu de discussion, ni avec les syndicats, ni avec les forces de rénovation d'un pays. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? À un moment donné, les gens, ils se disent, si les gens décident tout seuls de notre sort et de notre condition, bah c'est juste pas du tout ce qu'on nous avait promis, pour parler très simplement. Donc c'est pas du tout étonnant. Le problème, c'est que ensuite, les gens qui récupèrent ça sont les gens qui se mettent en position d'arbitre. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le Rassemblement national ne se prononce pas beaucoup. Il est en position d'arbitre. Et c'est comme si vous aviez Jordan un match Bardella de foot. est prêt à être Premier ministre, hein, comme oui, le il est PS prêt à être d'ailleurs. Premier ministre, mais c'est un peu comme si vous disiez que c'est un peu comme si vous disiez que l'arbitre était prêt finalement à dire que il allait rentrer sur le terrain. Mais oui, mais enfin, il faut marquer des buts sur un terrain. C'est-à-dire qu'il faut avoir une proposition, une stratégie qui est extrêmement claire. Donc aujourd'hui, si vous avez le camp des supporters de l'arbitre, c'est bien parce que les arbitres, on doit les respecter sur un terrain, mais enfin c'est pas lui qui va marquer les buts, c'est juste lui qui va siffler les fautes et réorganiser le jeu à un moment donné, et parfois capitaliser aussi sur, créer un petit peu de colère quand il y a un mauvais arbitrage, ce qui n'est pas voilà, à mon avis, la meilleure des manières de faire. Donc, le Rassemblement national aujourd'hui, pour moi, n'est pas un acteur en termes de politique. Il est un regardeur, il attend son heure, et visiblement, ça marche très très bien. François Bayrou, à 18h, la format inédit, en direct sur 4 chaînes d'information en continu. C'est quoi? C'est l'interview de la dernière chance? C'est quoi? C'est pour convaincre les partis, l'opinion encore, les Français? C'est mission impossible, Mathieu Hauck. Oui, c'est mission impossible, et on a même l'impression que c'est la dernière musique sur le paquebot du Titanic qui est joué par François Bayrou. Oui. Parce que, quand vous voyez le sondage, et c'est quelque chose qui est quand même assez marquant, parce qu'on est vraiment sur un recul du bloc présidentiel quasiment sans précédent. Je découvre ça ce matin. Si Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale. Il a dit qu'il ne voulait pas. Hein. Il veut pas le faire, mais il sera peut-être contraint de le faire. Mais s'il le dissout, ça va être une déroute électorale sans précédent pour le parti présidentiel. On peut même ne pas exclure qu'il finisse en dessous de 100 sièges, avec seulement 14%, 13% des voix aux législatives. C'est un score qui est excessivement faible. Et donc, si vous avez aujourd'hui pour François Bayrou un premier point qui est un risque de déroute électorale avec une faible adhésion des Français au parti du bloc central, que vous couplez ça aujourd'hui à une impopularité de François Bayrou chronique depuis notamment les 2 jours fériés qu'il a proposés, où il est le Premier ministre le plus impopulaire de l'histoire de la Ve République. Et puis en troisième point, il doit préparer un budget, mais la politique économique, et en plus lui joue l'opinion publique contre les élites en expliquant que lui c'est le camp de la raison et que les autres sont irresponsables. Ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui le bilan économique du président de la République et des macronistes est désastreux. 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires
supplémentaires, un déficit public de 150 milliards record, un déficit commercial également à 90 milliards qui a été record aussi post-crise sanitaire. Tous les indicateurs macroéconomiques sont dans le rouge et pourtant les impôts n'ont jamais été aussi hauts que sous Emmanuel Macron. Et donc, vous avez aujourd'hui un parti présidentiel qui n'a plus de crédibilité sur le plan économique, alors que c'était la dernière chose qui lui restait, qui a un Premier ministre le plus faible dans l'opinion publique de l'histoire de la 5e, et un président de la République qui est rejeté sur sa personne de manière assez importante. Ça ne peut être que le Titanic. Et c'est donc effectivement le discours de François Bayrou, enfin en tout cas l'interview aux médias, va être la dernière musique avant le fait que le Titanic va couler, quoi. Ça se termine pas bien, le Titanic. Ça va mal se terminer. Yoann Gillet, cet entretien-là, les enjeux de cet entretien-là, et cette surcommunication quand même de François Bayrou ces derniers temps. Ah bah c'est le tout pour le tout. Son enjeu, en gros, ce soir, c'est ne pas perdre la droite tout en draguant la gauche et capitaliser sur le constat commun qu'ont fait les socialistes ce week-end sur la nécessité de faire les économies. Je vous rappelle que François Bayrou a dit non, c'est pas une question de vote de confiance, nous disait-il. C'est juste se mettre d'accord et voter le 8 septembre en disant qu'on est d'accord sur le constat que c'est très très grave. Bon, d'ailleurs, c'est ce que le PS a essayé de faire passer aussi comme message ce week-end. Le PS, son plan au PS, c'est pas trop vite, pas trop fort et pas trop gauchiste, pour essayer justement de pas passer pour les déraisonnables. Alors François Bayrou va essayer de jouer sur cette corde-là, en disant vous voyez, finalement on n'a pas la même méthode, on n'a pas les mêmes échéances, on n'a pas le même degré d'économie, puisqu'il propose de faire 2 fois moins finalement d'économie, mais par contre on propose de faire le même constat, c'est-à-dire que la France ne va pas bien. Bon, le problème, c'est qu'il faudrait que par exemple les socialistes se dédisent, qu'Olivier Faure revienne sur ce qu'il a dit, et là s'ils veulent reprendre le leadership sur une France insoumise qui elle est absolument radicale dans sa position, c'est pas finalement faisant un pas en avant, 2 pas en arrière. Donc pour moi, c'est grillé. À suivre, on en reparlera. En tout cas, grand merci Yoann Gillet d'avoir été avec nous tout cet été pour les débats du week-end. Merci aussi à vous, Mathieu, qui en vous souhaitant une belle rentrée. Merci Laurence. Pas de rentrée, voilà.